Bonjour à tous, c'est Pauline et bienvenue sur la chaîne Entre vous et Pau. Ça y est, j'ai enfin osé me lancer. Mon blog va fêter ses 2 ans en janvier. Depuis quelques temps, je me pose des questions. Je suis un peu moins motivée pour écrire mes articles, ce qui s'en ressent dans le délai qui s'écoule entre 2 articles parus. J'avais envie d'exploiter un autre moyen de communication, et notamment de parler en face cam. Ça me permet de diffuser plus de choses. Mes vraies impressions, je parle presque sans filtre. Que dire de plus pour introduire sans durer 3 plombes? Vous retrouverez toutes les infos des livres dont je vais parler dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à les checker, et puis bonne vidéo. Dans cette première vidéo, j'avais tout simplement envie de vous parler de certaines des lectures qui ont rythmé mon été. Et du coup, j'ai 6 livres à vous présenter maintenant, donc c'est parti parce que je pense que ça va prendre un petit moment. Tout d'abord, j'ai commencé par un livre qui attendait depuis presque 1 an sur mes étagères. Non, 1 an révolu même, je dirais. Il s'agit de la trilogie du Tearling, écrite par Erika Johansen, et parue donc aux éditions de Poche. Il me semble que le titre initial était Reine du Tearling, par analogie avec le titre anglais The Queen of the Tearling. De quoi ça raconte ? Ce premier volume raconte donc l'arrivée de Kelsey Raleigh au pouvoir. Pour faire simple, le Tearling, c'est un pays assez pauvre, dont la population est quasi analphabète, affamée et réduite en esclavage. Le régent, qui est sous pouvoir depuis quasiment 20 ans, n'a que faire, pas du pouvoir parce qu'il adore avoir le pouvoir, mais n'a que faire de son peuple. Il est corrompu et il préfère passer son temps en fait à dilapider sa fortune personnelle dans des œuvres d'art plus ignobles les unes que les autres et pour entretenir son harem de femmes. C'est de la fantaisie que l'on pense moyenâgeuse, mais en fait finalement ça se rapprocherait plus de la science-fiction parce qu'il s'avère, si j'ai bien suivi, qu'on se trouve dans le futur après que notre civilisation ait connu quelque chose d'absolument désastreux. En fait, on est à l'emplacement de l'ancienne Amérique et on se retrouve dans une civilisation peu avancée, sans technologie et surtout qui a perdu une grande partie de son savoir et de son savoir-faire. Les livres sont quasiment prohibés, on peut s'en procurer juste au marché noir. Mais j'ai beaucoup aimé les allusions à Harry Potter ou alors aux œuvres de Tolkien par exemple. Les péripéties s'enchaînent mais sans se nuire les unes aux autres. Et je trouve que le caractère de l'héroïne est vraiment très accessible parce qu'elle est présentée, bon avec ses qualités voilà, mais aussi ses défauts. Elle n'est pas forcément belle, elle n'est pas forcément mince, c'est pas la personne la plus sociable que l'on connaisse, elle est très terre à terre, bref, le lecteur peut très facilement s'identifier à elle. Ce tome jette les premières bases pour les 2 tomes suivants je pense, donc moi j'ai vraiment envie dans les futurs tomes d'en apprendre plus sur le monde, sur ce qui s'est passé pour que la population en arrive là. Enfin c'est un petit 14-15 je pense pour moi. Et par contre il faut que je me dépêche de lire la suite puisque je crois bien qu'une adaptation cinématographique est prévue et même déjà entamée. Ensuite, je voulais vous parler du second livre qui a accompagné mon été, qui est La tête sous l'eau de Olivier Adam et qui est paru aux éditions Robert Laffont. J'ai découvert la plume de Olivier Adam avec cet ouvrage, même si je connaissais son œuvre principale. Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est son œuvre principale, mais en tout cas, celle qui a fait l'objet d'une adaptation signée Je vais bien, ne t'en fais pas, avec Cadmerade et Mélanie Laurent. La tête sous l'eau, c'est l'histoire d'un adolescent, Antoine, dont la sœur Léa disparaît. Précédemment à cela, les parents de Antoine et Léa décident de quitter Paris pour déménager en Bretagne près de Saint-Malo, arrachant ainsi leurs adolescents à leur vie, à leurs amis, à leurs amours. Léa le vit très très mal, elle mène la vie dure à ses parents. Le hic, c'est que elle va partir avec son oncle pour un festival de musique près de Rennes et elle ne va pas en revenir. Pourquoi ? Parce qu'elle se fait enlever. Ce livre, on le vit à travers les yeux de Antoine, le petit frère de Léa, qui nous raconte la déconstruction de sa famille suite à cette terrible épreuve, comment ses parents ont vécu ça, comment lui a vécu ça, les espérances qu'ils peuvent avoir et puis les déceptions également. Lorsque un jour Léa réapparaît, on va également voir à travers ses yeux tout ce qui va se passer durant cette période de réadaptation. Parce que Léa, elle a été séquestrée pendant plusieurs mois, elle a potentiellement été violée, elle reste complètement refermée sur elle-même, elle n'ose pas parler puisque son ravisseur est toujours dans la nature. C'est vraiment un livre assez difficile, mais quand même pas trop parce que je trouve qu'il reste toujours dans la retenue. On assiste aux événements à travers les yeux d'Antoine et non de Léa. En fait, tout ce qui lui est arrivé de sordide reste mystère.
Je trouve belle la relation que Antoine et Léa vont construire ensemble, puisque lui va se rapprocher de sa grande sœur, elle va se raccrocher à son petit frère, puisque leurs parents ont aussi leurs problèmes d'adultes et leur compréhension est limitée par rapport à leur adolescente. On va en apprendre au fur et à mesure un peu plus grâce à des emails que Léa va envoyer depuis l'ordinateur d'Antoine. Antoine va lire ces emails, mais toujours dans la retenue, il ne va pas en parler ni à la psychologue de sa sœur, ni à ses parents, ni à la police. En fait, il va assister un peu de loin, tout en protégeant sa sœur. C'est un roman basé sur la reconstruction, et le livre ne va se focuser que sur l'aspect psychologique de la reconstruction, du drame et du retour à la vie normale ou du retour à la vie tout court. Et j'ai trouvé que c'était une manière très intéressante de traiter le sujet de la disparition, des retrouvailles, de la famille malmenée. Voilà. Ensuite, troisième lecture et pas des moindres, puisqu'on est aux antipodes de ce qu'on peut appeler un coup de cœur. Je voulais vous parler d'un livre de poche à nouveau, La délicatesse du homard de Laure Manel. J'en avais lu des critiques exquises, et comme je suis quelqu'un de très influençable, eh bien je me suis précipitée pour acheter ce roman. La couverture me faisait envie, la quatrième de couverture également. Pour faire simple, on est à tour de rôle François et Elsa. Un chapitre on est François, un chapitre on est Elsa. En gros, François c'est un breton de pure souche qui tient un centre équestre en Finistère, près du Conquet. Et il trouve un jour Elsa sur la plage lors d'une tempête, et il décide de ramener cette inconnue à la maison, de la soigner. Elsa, pendant plusieurs jours, ne va pas sortir de sa chambre. Elle semble un peu dérangée, on ne sait pas trop si c'est pas une folle furieuse, bon bref. Peu à peu, elle va sortir de son mutisme, même si elle ne va pas tout de suite raconter son histoire. Ils vont apprendre à se connaître, à se faire confiance mutuellement. J'ai trouvé que l'alternance des voix dans le livre était très intéressant, puisqu'il permet au lecteur d'avoir les deux points de vue. J'ai apprécié retrouver des endroits très jolis que je connaissais, puisque vous ne le savez pas, mais j'ai passé 4 ans de mes études supérieures sur Brest. Mais pour le reste, j'ai trouvé ça long, prévisible et même pas très bien écrit. Voilà, désolée, hein, mais... Et je vous jure que c'est pas faute d'avoir essayé d'aimer le livre. Je n'ai pas apprécié le caractère d'Elsa. Je l'ai trouvé à la fois trop détachée et chiante en fait, voilà, hein, faut le dire. J'ai senti son histoire à plein nez dès qu'on a évoqué sa petite sœur, ce qui m'a étonné que ce ne soit pas le cas pour plus de gens. François, c'est un grand gentil, un peu bourru, brut de décoffrage mais au cœur tendre, avec ses fêlures et ses blessures. L'amour d'Elsa va pouvoir enfin guérir. J'ai également dénoté des phrases et des scènes qui ne m'ont pas forcément plu, notamment lorsque la relation entre François et Elsa prend un tournant un peu plus intime. En gros, ils couchent ensemble. François se précipite dès le lendemain matin au labo d'analyse médicale le plus proche. Il fait un test pour les maladies sexuellement transmissibles. Je cite, pour ne pas avoir ce bout de plastique entre nous. Comment dire, pour dénigrer ainsi l'utilisation du préservatif, qui est quand même la solution, la seule solution d'ailleurs, pour se protéger contre les IST, et une des meilleures façons, hein, de ne pas avoir de bébé dans le tiroir. Bref, j'ai pas trouvé ça oufissime de dénigrer l'utilisation de cette méthode de contraception aussi rapidement après leur première fois. Bim bam boum, elle tombe enceinte, elle ne voulait pas d'enfant, hop hop hop, en 2 secondes elle retourne sa veste quand il lui dit mais oui ma chérie, je t'aime, nanani nanana, promis je resterai avec toi toute ta vie. Étant donné les antécédents psychologiques de la nana, je trouve ça un peu facile. Et enfin, je trouve très facile la façon dont elle se libère de sa peur viscérale des chevaux. Première leçon, elle monte dessus, elle trotte, bref, enfin moi je suis pas très chevaux hein, de base, mais voilà. Pour quelqu'un qui pendant 30 ans a eu peur des dadas, voilà. Malheureusement pour ce livre, il suivait un coup de cœur absolument phénoménal, ce qui n'était pas arrivé depuis des mois, voire des années. Donc pas de chance pour lui, je l'aurais peut-être un peu plus apprécié sinon, mais je suis même pas sûre. Ma 4e lecture de l'été portait sur un roman de Julie Kibler, Les couleurs de l'espoir, ou de son titre original Calling Me Home, titre qui n'a pas du tout été respecté en français évidemment. Ce livre a été publié en 2013 et personnellement je l'ai en format poche. C'est l'histoire de Isabelle McAllister, une dame âgée qui demande à son amie afro-américaine Dory Curtis de l'emmener à un enterrement un petit peu mystérieux qui a lieu à Cincinnati. Elles ont 2800 km à parcourir à l'aller et la même chose au retour, et la vieille dame ne se sent pas de faire le trajet toute seule. Au cours de ce voyage, Isabelle McAllister va peu à peu dévoiler à son amie Dory son histoire,
et notamment son histoire lorsqu'elle était jeune fille, âgée d'environ 16 ans, lorsque elle est tombée amoureuse du fils de sa gouvernante à l'époque de la ségrégation, et ce dans une petite ville du centre des États-Unis d'Amérique, très conservatrice. J'ai pris du plaisir à découvrir cette histoire. Malgré tout, ce n'est pas un coup de cœur. D'une part, j'ai trouvé que l'histoire aurait pu être un peu plus approfondie, notamment en ce qui concerne toutes les thématiques de ségrégation raciale. Là, en fait, on se cantonne aux thématiques du racisme et de l'amour, mais sans aller vraiment plus loin. L'auteur aurait pu faire de ce livre quelque chose de beaucoup plus profond et d'utiliser ces thématiques pour faire passer des messages de tolérance bien plus importants. Un chapitre est consacré à l'histoire de Isabelle McAllister lorsqu'elle est jeune, et puis le chapitre suivant, on revient au présent lorsque Isabelle et Dory sont en voiture. Je trouve que ces périodes-là sont creuses. L'histoire de Dory n'a rien à voir avec l'histoire de Isabelle, et si je conçois que l'histoire de Dory soit importante en soi, élever ses enfants toute seule et s'ouvrir à nouveau à l'amour après avoir été bernée par les hommes toute sa vie, ce n'est pas forcément quelque chose de facile, mais je ne trouve pas la relation entre l'histoire d'Isabelle et l'histoire de Dory. Par contre, je mets une mention spéciale sur la fin, sur notamment les toutes dernières pages du livre, puisque je trouve que c'est une très bonne façon de terminer ce livre. 5e lecture si je compte bien, on va sortir un peu des sentiers battus, parce que ce n'est pas un roman, mais c'est un recueil de mythes et de légendes. La mythologie viking de Neil Gaiman, qui est paru aux éditions du Diable Vauvert. C'est un recueil de mythes et légendes scandinaves qui retrace l'histoire des bien connus aujourd'hui dieux Odin, Thor, Loki. Alors, que dire sur ce livre? Il s'adresse surtout aux novices, puisque même en étant néophyte, je connaissais le fond de l'histoire et puis une ou deux légendes. Par contre, c'est vraiment bien écrit. Le vocabulaire employé est très actuel, ce qui rend accessible les mythes et leur compréhension, même aux plus jeunes. Je l'ai dévoré, mon mari aussi. On aime beaucoup la mythologie scandinave de façon globale, mais on s'est particulièrement plu à lire ces mythes qui racontent de façon tantôt marrante, mais toujours surprenante, les histoires des grands dieux qu'on n'imaginait pas forcément comme ça. Au cours des nouvelles, on apprend comment s'est formé Yggdrasil et tous les mondes qui le relient, comment sont nés les dieux, quelques-unes de leurs aventures, et également le Ragnarok et la fin de tout. J'ai beaucoup aimé les vrais caractères des personnages. On y voit un Thor vraiment brut de décoffrage, un peu con parfois, mais toujours dans la force brute, la force pure. Il connaît bien Loki, et dès qu'il y a anguille sous roche, il pense directement à Loki, parce que il vaut mieux aller voir Loki directement, ça nous fait gagner beaucoup de temps à chaque fois. Oui, en parlant de Loki, d'une part, il peut être l'être le plus manipulateur de la Terre, qui agit à l'encontre de tout ce que les dieux essayent de mettre en place, et de l'autre, eh bien, on peut pas s'empêcher de ne pas le détester, mais plutôt de le plaindre et de le trouver absolument hilarant. Bref, c'est vraiment un personnage complexe. En tout cas, si vous êtes un tant soit peu intéressé dans ces mythes et ces légendes, je vous conseille de lire ce livre, que vous soyez novice ou confirmé. Dans le premier cas, vous apprendrez des choses, et dans le deuxième cas, je pense que vous vous replongerez avec délice et comme des grands enfants dans ces légendes. Et enfin, on arrive à la dernière lecture que je voulais vous présenter. Il s'agit de Les gens heureux lisent et boivent du café, j'ai bugué, de Agnès Martin-Lugan. Un poche, édité aux éditions Michel Lafon. Ce livre est vraiment très court. Dès les premières pages, ça a été une avalanche de larmes. La plume est très bien maîtrisée. J'ai adoré son style. Oui, parce que je vous ai pas raconté de quoi ce livre parlait. Diane, une jeune trentenaire qui perd son mari, Colin, et sa fille dans un accident de voiture, abandonne complètement la vie après ça. Pendant un an, elle reste cloîtrée chez elle. Elle ne voit personne. À part son meilleur ami Félix. Finalement, au bout d'environ un an, elle décide de partir vivre pour une durée indéterminée en Irlande, un pays que son mari Colin rêvait de visiter. J'ai adoré l'aspect de la reconstruction, de la dépression qui a lieu après le deuil, et du fait qu'on n'a pas envie de faire le deuil parce qu'on n'a pas envie de laisser les gens qu'on aime partir. Elle loue un gîte à des gens très très gentils, et arrivée là-bas, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Elle tombe sur son voisin qui est absolument ignoble, l'archétype du mec que je ne supporte pas dans les livres,
le gars c'est une brute épaisse, il est mal poli, et renfermé sur lui-même. Quand il la voit, il la traite comme une sous-merde. Et en fait, derrière cette façade de gars ténébreux, se cache un cœur tendre qui ne demande qu'à aimer. Vous voyez le topo, il va l'aider à faire son deuil, hop hop hop. Je n'ai pas du tout aimé ce personnage, j'ai pas aimé les clichés non plus qui sont présents dans ce livre. Donc non, le personnage d'Edward, mais également le personnage de sa sœur qui est présenté un petit peu comme une fille délurée de la ville. Donc elle est très attachante, elle est très gentille, hein, mais j'ai pas accroché. J'ai encore moins accroché au personnage de Félix, qui est vraiment le cliché du meilleur ami gay, qui se tape tout Paris, qui a repris le café littéraire de sa meilleure amie, donc le café qui s'appelle les gens heureux lisent et boivent du café, qui le tient très mal, on va dire qu'il le gère très mal, il fait crédit à tout le monde, à tous ses amis, hécatombe totale. J'ai pas aimé ces aspects-là, après ça reste quand même un roman de reconstruction qui porte ses émotions, qui me fait pleurer, voilà, hein, on peut le dire. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas. C'est horrible de dire ça, j'ai l'impression que c'est dit, redit, et puis pourtant c'est la première fois que je le dis. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, et je serai très heureuse de savoir ce que vous en avez pensé. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Puis qu'est-ce qu'il me reste à vous dire, à bientôt dans une prochaine vidéo.